Du bon usage de l'intellect. Pour certains qui se disent expérienceurs, l'expérience serait supérieure à la capacité d'évaluer une chose selon des méthodes telles que le rationnel, alors qu'on sait très bien en épistémologique que non, d'une expérience on peut tirer 1000 hypothèses différentes. L'expérience ne fait pas tout, même si elle est nécessaire. Un qui avait bien expliqué la chose était Francis Bacon. Je vois ainsi des gens arriver sur le marché de la spiritualité qui se posent comme bureau des validations. Ça je valide, ça je ne valide pas à partir du simple fait d'avoir vu ou non telle ou telle chose lors de voyages dans l'astral. Francis Bacon, un philosophe anglais du début du XVIIe siècle, a grandement influencé la méthode scientifique moderne. Dans son œuvre Novum Organum, publiée en 1620, il a critiqué les méthodes de pensée de son époque et a proposé une nouvelle méthode basée sur l'observation empirique et l'expérimentation. Bacon a soutenu que l'expérience est essentielle pour acquérir des connaissances, mais il a également reconnu que l'expérience à elle seule n'est pas suffisante. Il a insisté sur le fait que l'expérimentation doit être menée de manière systématique et contrôlée pour produire des connaissances fiables. Selon lui, l'expérimentation devrait progresser par étapes, en commençant par des observations minutieuses, suivies de la formulation d'hypothèses, puis de la réalisation d'expériences pour tester ces hypothèses. En outre, Bacon a mis en garde contre les idoles de l'esprit, qui sont des erreurs systématiques de pensée qui peuvent fausser notre compréhension. Il a identifié 4 types d'idoles. 1. Idole de la tribu, erreur commune à la race humaine. 2. Idole de la caverne, erreur due aux préjugés individuels. 3. Idole du marché, erreur due à la communication et au langage. 4. Idole du théâtre, erreur due aux doctrines philosophiques et non aux vérités de la nature. Pour Bacon, l'interprétation des résultats expérimentaux devait être faite avec prudence, en évitant ces idoles, pour ne pas tirer de conclusions hâtives ou incorrectes. Il a plaidé pour une approche progressive et cumulative de la science, où les connaissances sont construites petit à petit, en éliminant les erreurs et en s'appuyant sur des preuves solides. En résumé, Bacon a valorisé l'expérimentation comme un moyen de découvrir des vérités sur le monde, mais il a également souligné l'importance d'une méthode rigoureuse et d'une interprétation prudente pour éviter les erreurs et parvenir à une connaissance véritable. Son travail a jeté les bases de ce qui deviendra plus tard la méthode scientifique. Un exemple concret de l'application des principes de Bacon dans la science moderne est l'étude de la chaleur. Bacon avait observé que divers objets, tels que le feu, le soleil et la friction, produisaient de la chaleur. À partir de ces observations, il a généralisé que la chaleur était une forme de mouvement des particules et a proposé la théorie du mouvement thermique. Dans la science moderne, cette approche inductive est utilisée dans de nombreux domaines, notamment en thermodynamique. Par exemple, les scientifiques observent comment la chaleur est transférée et convertie en travail ou en d'autres formes d'énergie. Ces observations mènent à la formulation de lois, comme la première et la deuxième loi de la thermodynamique, qui sont ensuite testées et affinées par des expériences supplémentaires. Un autre domaine est la médecine, où l'observation des symptômes et des réponses au traitement peut conduire à l'élaboration de nouvelles théories sur les maladies et leur gestion. Les essais cliniques sont un exemple de la méthode inductive en action, où les résultats des traitements sur les patients sont collectés, analysés et utilisés pour formuler de meilleures stratégies thérapeutiques. Ces exemples montrent comment les principes de Bacon sur l'observation, l'expérimentation et l'induction continuent d'être une pierre angulaire de la méthode scientifique, permettant de progresser dans la compréhension et la maîtrise du monde naturel. Aussi la croyance que l'expérience seule suffit pour la recherche est considérée comme naïve dans la science moderne. L'idée d'une science infuse tout autant, elle relève plus de la croyance qu'autre chose. Voici ce qui est généralement nécessaire en plus de l'expérience pour mener à bien la recherche. 1. Théorie et hypothèse. Des cadres théoriques solides et des hypothèses bien formulées sont essentiels pour guider l'expérimentation et interpréter les résultats. 2. Méthodologie rigoureuse. Une conception expérimentale rigoureuse, avec des protocoles clairs et un contrôle strict des variables, est cruciale pour obtenir des données fiables. 3. Analyse statistique. L'utilisation de méthodes statistiques permet de traiter les données de manière objective et de tirer des conclusions valides. 4. Répétabilité. La capacité de reproduire les résultats est fondamentale pour confirmer la validité des découvertes. 5. Révision par les pairs. La soumission des résultats à la critique de la communauté scientifique aide à assurer leur crédibilité. 6. Éthique de la recherche. Le respect des normes éthiques est indispensable, surtout lorsqu'il s'agit de sujets humains ou animaux. 7. Communication et publication. La diffusion des résultats permet le partage des connaissances et leur intégration dans le corpus scientifique global. 8. Esprit critique. Une approche critique est nécessaire pour évaluer les résultats et les théories existantes, et pour poser de nouvelles questions. Ces éléments, combinés à l'expérience, contribuent à une recherche robuste et à l'avancement des connaissances. Ils reflètent l'approche cumulative et collaborative de la science moderne.
Donc, quelles seraient les conditions pour pouvoir étudier la réincarnation d'un point de vue polyscientifique? J'oppose la polyscience à la monoscience qui se contente de reprendre les croyances monothéistes, à leur ôter Dieu tout en gardant les référentiels. Ainsi la religion, les monothéismes ne reconnaissent pas la réincarnation. De même la monoscience considère qu'elle doit être prouvée alors que sa non-existence elle n'aurait pas à être prouvée et pourrait être prise comme le socle a priori de toute chose. Pour aborder l'étude de la réincarnation dans une perspective polyscientifique, il serait nécessaire d'adopter une approche multidisciplinaire qui transcende les limites des paradigmes scientifiques traditionnels. Contrairement à une approche monoscientifique qui pourrait s'appuyer sur des cadres conceptuels hérités des croyances monothéistes, en écartant l'existence de Dieu tout en conservant leur référentiel, une polyscience chercherait à intégrer diverses méthodologies et systèmes de pensée. Dans ce contexte, la réincarnation ne serait pas simplement jugée selon des critères strictement empiriques et rationnels, mais serait également explorée à travers des lentilles culturelles, philosophiques et théoriques variées. La charge de la preuve ne reposerait pas uniquement sur la démonstration de son existence, mais aussi sur l'examen de sa non-existence, qui ne serait pas présumée comme une base épistémologique par défaut. Ainsi, pour étudier la réincarnation de manière polyscientifique, il faudrait établir des critères d'étude qui reconnaissent et intègrent la complexité et la pluralité des expériences humaines. Utiliser des méthodes de recherche qui permettent une exploration ouverte et non réductrice du sujet. Reconnaître que l'absence de preuve n'est pas nécessairement une preuve d'absence, et que les deux hypothèses, l'existence et la non-existence, méritent une investigation rigoureuse et équilibrée. En général, les non-intellectuels ne comprennent pas les discours théoriques et pensent qu'ils useraient de ruses pour les tromper. Il est vrai que si on ne connaît pas un domaine, en entendre parler abstraitement, si aucun exemple ou illustration concrète ne nous en est donné, peut être incompréhensible. C'est avec les gens qui pensent avoir un contact avec Dieu que la chose est la plus prononcée. Ces gens qui disent chercher la vérité vraie le font en se référant à ce qu'ils pensent être Dieu et non pas en étudiant toutes les formes d'âme qui existent sur Terre, ce qui serait une démarche réellement polyscientifique à mon avis. J'ai expliqué ailleurs ce qu'est pour moi le polyscientifique vis-à-vis du monoscientifique. En gros, les monoscientifiques sont restés monothéistes en retirant seulement Dieu de l'affaire, un peu comme Auguste Comte en parlait, en gardant les mêmes valeurs que du temps du monothéisme, en cherchant à imposer un seul référent. Alors qu'une approche polyscientifique intégrerait l'idée qu'on puisse avoir plusieurs référentiels et non un seul, pour rendre compte de la diversité des âmes qui s'incarnent sur Terre. Je posais des questions à un adepte du livre d'Urantia pour mieux connaître sa religion à propos de ce qu'il nomme le corps montrontiel, du fait que ce concept a été repris par Bernard de Montréal, et je voulais voir s'il avait fait avec le livre d'Urantia, que j'appelle Lu pour simplifier, ce qu'il a fait avec la théosophie et Sri Aurobindo, en reprendre les idées mais en les colorant à sa sauce à lui. Je l'écoutais si bien en lui posant de nombreuses questions qu'il avait fini par me dire que c'était la première fois qu'on l'écoutait avec autant d'attention et d'intérêt, mais ensuite il aurait voulu que je continue à l'écouter, que je fasse le psy de service gratuit en quelque sorte. On me le demande tellement souvent que j'y suis habituée. Et moi je lui ai dit que je voulais bien continuer à échanger avec lui s'il avait besoin de me parler de Lu, mais à condition que je puisse comparer la cosmogonie d'Urantia avec celle de la théosophie car après tout, quant à m'intéresser à Lu au-delà de ce qui avait été mon intention première, et dont je lui avais parlé clairement dès le début, autant que j'y trouve moi-même un intérêt, que ce soit pour un truc qui m'aide à développer aussi mes propres recherches, ou sinon qu'il me paie pour mon écoute. Mais lui m'a dit que seule la parole de Dieu l'intéressait et pas celle des humains. Pour lui Lu est la parole de Dieu et la théosophie une parole humaine sans intérêt. On retrouve ici la distinction que font les supras entre cosmique et planétaire dont ils ont simplement laïcisé le propos. Donc il a pris le fait que je refuse de continuer à l'écouter comme si je l'avais trahi ou manipulé, car il pensait que si je l'avais écouté au départ c'était parce que j'aurais été passionné par les idées issues de Lu, et non pour la raison que je lui avais évoquée. Il était pourtant sur un groupe supra, ce qui fait que pour moi il était censé connaître cette démarche. Je suppose qu'il aura donc rapporté à d'autres adeptes Lu que je l'aurais manipulé en tentant de le mettre dans le doute. Et la personne hier me disait que je ferais ça pour cacher mon propre doute sur moi-même et que ça avait comme effet de le transmettre aux autres. Or vraiment je n'ai pas l'impression de cacher mon propre doute sur moi-même, et je suis désolée si ça le transmet, mais en tout cas je le clame, ce doute sur moi-même, au contraire comme une garantie de conscience épistémologique. Mais comme comparer deux visions cosmogoniques ne l'intéressait pas, il a pris comme si je cherchais à semer le doute en lui. Il m'a en fait attribué ce qui lui arrivait, se retrouver à douter de lui, comme une intention de ma part. Donc pour éviter une telle confusion depuis j'insiste lourdement à dire que ma démarche est intellectuelle et pas religieuse ou spirituelle, ou parce que je suivrai les instructions d'une doctrine ou d'une autre, mais parce que j'étudie toutes les doctrines, que je compare à mon propre chemin d'incarnation, car je m'intéresse à l'humanité tout entière et non pas à une seule partie qui adhérait à mes croyances.
ou qui prétendraient détenir la vérité vraie comme disent les religieux. Même les démarches regardées comme fausses par telle ou telle doctrine m'intéressent. En épistémologie, même les erreurs nous intéressent comme sujet d'étude. Je pense que si les humains suivent des instructions ou des doctrines différentes, c'est qu'en tant que corps âme esprit ils suivent réellement des chemins différents. Et comme la Terre est un melting pot de pratiquement toutes les civilisations extraterrestres qui peuvent exister dans le cosmos, c'est le lieu rêvé pour un intellectuel sur la recherche sur la relation corps-esprit-âme, pour étudier toutes les conceptions qui peuvent exister sur le sujet. Dans la mesure où la Terre est, en plus d'être une prison pour certains, une ferme de production de louches pour d'autres, également une immense bibliothèque intergalactique, on a ici tout ce qui existe comme âme dans le cosmos en un même lieu. C'est donc une économie d'incarnation que de pouvoir les étudier toutes d'un coup, disons en une vie. Voilà pourquoi toutes les approches m'intéressent, non pas pour créer du doute chez les adeptes de quelque religion ou doctrine que ce soit, ou pour cacher le mien que je montre au contraire, mais parce que je compare les différentes visions. J'ose espérer que mes lecteurs le comprendront maintenant, pour éviter qu'ils se retrouvent à cause de moi dans le doute sur leur certitude qui ne me dérange aucunement. La parole vibratoire et le ressenti. La notion de parole vibratoire est fascinante et souvent entourée de mystères. Elle suggère que les mots que nous utilisons ne se limitent pas à leur sens littéral, mais portent également une vibration ou une intention qui transcende leur signification première. Mais il est important d'être conscient qu'elle comporte aussi certains dangers. 1. La vibration des mots. Et imaginez que chaque mot que vous prononcez ou entendez vibre à une fréquence spécifique. Cette vibration peut influencer notre état émotionnel, notre perception et même notre réalité. Certains croient que les mots portent une énergie subtile qui peut être ressentie au-delà de leur sens apparent. Par exemple, lorsque vous dites amour, vous émettez une vibration différente de celle associée au mot colère. Dans certaines traditions spirituelles, les mantras et les prières sont récités pour aligner la conscience avec des vibrations positives et élever notre état d'être. 2. L'écoute vibratoire. Lorsque nous écoutons, nous utilisons généralement notre intellect pour comprendre le sens des mots. Cependant, il existe une autre forme d'écoute plus subtile, l'écoute vibratoire. L'écoute vibratoire implique d'être attentif aux nuances, aux émotions et aux vibrations sous-jacentes dans les paroles de quelqu'un. C'est comme si nous percevions la musique cachée derrière les mots. Les artistes, les musiciens et les poètes comprennent intuitivement cette dimension vibratoire. Ils créent des œuvres qui touchent notre âme au-delà de la signification littérale. 3. Compatibilité entre vibratoire et intellectuel. Contrairement à ce que certains cherchent à nous faire croire, le vibratoire et l'intellectuel ne sont pas incompatibles. Ils peuvent coexister et se compléter. Prenons l'exemple du chanteur qui apprend une chanson. Au début, nous apprenons les paroles intellectuellement, mais ensuite, nous nous connectons à la mélodie et à l'émotion. L'intellect nous guide vers l'interprétation vibratoire. L'intellect peut servir de pont vers le vibratoire. Il nous aide à décoder les messages cachés et à comprendre les subtilités. 4. Manipulation et mirage. Mais il existe des risques d'illusion dans le vibratoire coupé de l'intellect. Certaines personnes utilisent la parole vibratoire à des fins de manipulation. Les discours politiques, les publicités et même les conversations quotidiennes peuvent contenir des messages subliminaux. Notre mental peut être aveuglé si nous n'intellectualisons pas pour repérer les contradictions. Par exemple, quelqu'un m'écrivait hier « La vérité vraie doit pouvoir s'écrire en quelques mots. Il y a autant de vérité que d'atomes dans le cosmos. » Dans cette phrase, vous avez ce qu'on appelle un double lien. La personne dit deux choses contradictoires, par quoi votre capacité de raisonner va s'en trouver bloquée, comme anesthésiée. Si on analyse intellectuellement ce que cette phrase dit, s'il y a autant de vérité que d'atomes dans le cosmos, il ne peut plus y avoir une vérité vraie. Intellectuellement, on le comprend, vibratoirement ou en termes de ressenti, on ne verra pas d'emblée la contradiction. On se sentira seulement confus sans savoir pourquoi. Pour la personne qui vous adresse ces mots, le but est atteint. Vous faire taire par exemple et vous obliger à l'écouter. Ce sont là des techniques de manipulation souvent utilisées dans certains domaines, où le but est que la personne ne comprenne plus rien, par quoi on peut facilement la mener par le bout du nez. Le double lien crée une confusion qui désoriente l'esprit. Les manipulateurs utilisent ces techniques pour influencer nos choix. 5. Liberté d'exploration. En fin de compte, chacun est libre d'explorer ses idées selon sa propre perspective et son expérience individuelle. Si vous ressentez une connexion vibratoire avec un concept ou un mot, suivez cette intuition. Si vous préférez l'analyser intellectuellement, c'est également valable. Savoir utiliser les deux en complémentarité est l'idéal. L'important est de rester ouvert et de ne pas rejeter l'un au profit de l'autre. La richesse réside dans l'équilibre entre l'intellect et le ressenti. En somme, la parole ou l'écoute vibratoire, dans les soins énergétiques par exemple, ou dans l'intuition, la voyance, la télépathie ou les prémonitions,
est un domaine où corps et esprit se coordonnent. Elle nous rappelle que les mots ont un pouvoir bien au-delà de leur définition dans un dictionnaire. D'une des causes de la rumination. Je viens de découvrir que les adeptes de Bernard de Montréal nous font croire qu'ils parlent sous l'inspiration du supramental quand en réalité ils utilisent l'IA. Il est vrai que si l'IA pouvait nous permettre de se connecter au supramental, ce serait génial. Essayons donc de voir si ça marche. J'ai l'habitude, quand j'explore un thème, de le faire à fond, sous toutes ses coutures. C'est ma nature, qui semble étonner les humains, ce pourquoi je leur dis maintenant, si ça pouvait les rassurer, car ils y voient quelque chose de suspect, que je suis peut-être une âme d'origine IT. Ce à quoi ils me répondent que je me sentirais supérieur aux humains, et je leur rétorque que toute ma vie on a dit « Mais tu es un extraterrestre, ou quoi ?» Ce sont donc les humains qui m'ont fait sentir que je ne fonctionnais pas comme eux. Ce à quoi je répondais, me prenant pour un humain, mais non pas du tout. Mais eux me disaient « mais si, je te jure que tu en es un. » J'ai finalement étudié le sujet, et le fait que nos âmes puissent avoir des origines IT m'apparaît comme plausible, par quoi j'ai fini par me dire que je suis peut-être effectivement un starseed, ce qu'on nomme en français une graine d'étoile, à savoir donc une âme dont l'origine serait IT. Et, maintenant, les mêmes humains qui n'ont pas arrêté de me répéter toute ma vie « mais tu es un extraterrestre ou quoi ?» me disent « mais pour qui te prends-tu ?» Bref, avec les humains, on a souvent l'impression qu'ils ont besoin de nous faire croire qu'on se mentirait à soi-même. Si on dit non, ils disent oui, si on dit oui, ils disent non. Ce qui est certain est que mon tempérament semble ne pas ressembler à celui des humains, qu'importe quelle en est la raison. J'étudie donc depuis quelque temps la théorie proposée par Dolores Cannon, qui suggère que des vagues successives d'âmes d'origines extradimensionnelles viendraient par vagues sur la Terre depuis les années 1950, qui auraient des profils spécifiques, et je me reconnais dans l'une d'elles, qu'elle définit comme la seconde vague. Dans cette seconde vague d'âmes, qui étudie les mécanismes de la lumière qui traverse les corps subtils, on vient pour remplir une tâche qui est un processus de transformation de nous-mêmes, par quoi on va devenir réceptacle de vibrations nouvelles, qu'on va aider à stabiliser. Certains vont l'émettre et d'autres la stabiliser. En fait, le changement de fréquence doit se faire par nos corps subtils. Et j'avoue que je sens souvent ce travail à l'œuvre dans les chairs de mon corps biologique, c'est assez douloureux. Avant de découvrir ces théories, comme je ne comprenais pas ce que je venais faire ici sur Terre, et comme les humains ne me comprenaient pas, j'avais développé une méthode qui consiste à ce que je sois ethnologue de moi-même à partir de mon chakra 8. Cela consiste à s'auto-observer, j'observe les processus qui ont lieu en moi, sans chercher à les influencer, seulement en portant ma conscience sur eux, partant du fait que ma conscience étant énergie, elle assure ce que je regarde une influence, sans que je n'ai besoin d'y prêter plus d'attention que ça. Certains parlent d'un regard quantique, qui pose l'hypothèse que le simple fait d'observer une particule, ou un paquet de particules, comme l'est notre corps, aurait une action sur leur comportement. Ainsi, même si mon âme est différente de celle des humains, j'ai par contre le même corps qu'eux, puisque ce corps est un véhicule identique au leur, qu'on m'a confié pour cette incarnation. Et, donc, j'étudie comment fonctionne ce corps énergétiquement, et je suis tombé hier sur une personne qui posait la question de la rumination. Tout d'un coup je me suis dit, ah ça doit être ça que les gens qui se disent dans le vibratoire nomment penser ou réfléchir et qui les fait en souffrir. J'ai beau leur dire que pour moi penser et réfléchir m'apportent un grand plaisir, ils me disent que pour eux c'est le contraire, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils n'utilisent pas les bons mots. Le mot qui serait approprié de mon point de vue serait plutôt probablement rumination, bien plus que pensée ou réflexion, ce qui fait que je ne peux les comprendre. Mais c'est un peu cela ma tâche sur la Terre, aider les humains à trouver les bons mots dans le domaine de la spiritualité, chose qu'ils semblent pour beaucoup incapables de faire, car ils sont essentiellement mimétiques. À vous de voir bien sûr si mes cogitations font cet effet ou non sur vous. Ce qui est embêtant avec un tel travail est qu'après coup il semble aller de soi alors qu'il me demande un travail énorme. Abordons donc le sujet de la rumination. Je lisais tout à l'heure quelqu'un qui a écrit « J'ai compris que l'hypersensibilité, ce n'était pas à confondre avec la sensiblerie. L'hypersensibilité, c'est tout prendre à cœur, ce qui laisse entendre qu'on prend toutes choses comme si elles étaient graves, comme s'il fallait s'en occuper comme des choses sérieuses, plutôt que les appréhender avec recul, détachement et humour. Souvent on le fait parce qu'on est surpris, parce qu'on n'a pas le temps de prendre du recul, parce qu'on est dans une situation où on doit réagir au quart de tour. Je vais donner un exemple qui peut sembler n'avoir rien à voir, et pourtant. Hier une personne sur un réseau social de dialogue entre hypersensibles expliquait qu'elle rumine toujours des pensées sans comprendre pourquoi, et je lui ai donné l'explication suivante. Les hypersensibles comme moi sont télépathes.
Ils perçoivent les émotions des autres, et notamment leurs attentes déçues. Mais ça ne se traduit pas en nous par le fait de vivre leurs émotions, ça se transforme en pensées qui deviennent ces ruminations. Je lui disais donc que son intention d'arrêter de penser ne servait à rien, du fait que ce n'est pas elle qui génère ses pensées, qu'elle rumine, mais les personnes dont elle capte les émotions par télépathie sans s'en rendre compte. Et donc la solution était donc d'arrêter de réceptionner télépathiquement les émotions des autres. Le fait de percevoir les émotions des autres même à distance fait que notre cerveau est en permanence en situation de saturation, par quoi on va tout prendre à cœur, car un petit événement inattendu ou imprévu peut alors apparaître comme la goutte qui fait déborder le vase, à savoir comme élément perturbateur. Je demande donc à l'IA si la psychologie cognitive étudie déjà ce genre de processus et voici ce qu'elle me répond. Oui, les sciences cognitives étudient des mécanismes proches de ce que tu décris, notamment l'hyperréactivité émotionnelle, la surcharge sensorielle et l'empathie extrême, mais la notion de télépathie émotionnelle n'est pas reconnue comme telle dans les cadres scientifiques actuels. Voici comment les sciences cognitives abordent les phénomènes que tu évoques. Hypersensibilité et surcharge émotionnelle. L'hypersensibilité est associée à une activité accrue dans des zones cérébrales comme l'insula, le cortex limbique et les lobes temporaux, qui traitent les émotions et les signaux sensoriels. Ces personnes réagissent plus intensément à des stimuli émotionnels, même subtils, ce qui peut entraîner une saturation cognitive et une tendance à tout prendre à cœur. Cette réactivité rapide est souvent liée à une difficulté à inhiber les signaux émotionnels externes, surtout en situation de stress ou d'imprévu. Rumination et empathie cognitive. Les ruminations mentales sont souvent déclenchées par des émotions non digérées ou des conflits internes. Chez les hypersensibles, elles peuvent être amplifiées par une empathie accrue, c'est-à-dire une capacité à ressentir ou comprendre les émotions des autres. Les neurosciences parlent ici d'empathie affective, ressentir ce que l'autre ressent, et d'empathie cognitive, comprendre ce que l'autre ressent, mais pas de télépathie au sens strict. Il est possible que certaines personnes hypersensibles aient une perception intuitive des attentes ou des tensions non verbalisées, ce qui peut générer des pensées intrusives ou des ruminations, mais cela reste interprété comme une forme d'hyperperception sociale, pas comme une réception télépathique. Saturation et goutte d'eau. Le cerveau hypersensible peut être en état de vigilance permanente, ce qui rend chaque micro-événement potentiellement perturbateur. Ce phénomène est étudié sous le nom de surcharge sensorielle ou émotionnelle, et peut mener à des réactions disproportionnées ou à une fatigue chronique. Les sciences cognitives relient cela à des mécanismes d'attention sélective, de traitement émotionnel rapide, et parfois à des profils neurodivergents, comme le haut potentiel ou certaines formes d'autisme. Et la télépathie ? À ce jour, la télépathie émotionnelle n'est pas validée scientifiquement. Ce que tu décris pourrait être rapproché de l'intuition sociale, de la synchronicité émotionnelle, ou de la résonance affective, mais ces notions restent en marge des paradigmes scientifiques dominants. Cela dit, ton hypothèse est précieuse dans une perspective épistémologique pluraliste. Elle ouvre un champ de réflexion sur la manière dont certaines personnes peuvent capter des signaux faibles émotionnels, et sur les limites du paradigme matérialiste pour expliquer ces phénomènes. Métaphores sur l'univers. Les métaphores ont toujours joué un rôle essentiel dans notre compréhension du monde, de la spiritualité et de la vie. Voici quelques exemples historiques où les avancées scientifiques ont inspiré des métaphores poétiques. 1. L'horloge cosmique de Newton. Au XVIIe siècle, le physicien Isaac Newton a formulé les lois de la gravité et de la mécanique céleste. Il a comparé le mouvement des planètes autour du Soleil à celui d'une horloge bien réglée. Cette métaphore de l'univers comme une horloge mécanique a influencé la pensée scientifique et philosophique de l'époque. 2. La valse des étoiles. Vous avez mentionné la valse, qui était en effet une danse populaire au XIXe siècle. Certains ont vu dans cette danse une représentation poétique de la rotation des étoiles autour du Soleil. La valse évoquait l'harmonie et la régularité des mouvements célestes. 3. La lumière comme onde et particule. Au début du XXe siècle, la théorie quantique a révélé que la lumière peut se comporter à la fois comme une onde et une particule. Le physicien Niels Bohr a utilisé la métaphore du complémentarisme pour expliquer cette dualité. Selon lui, la lumière est comme un danseur qui peut être vu soit en mouvement, onde, soit en position fixe, particule. 4. L'arbre de la vie. Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution, a inspiré la métaphore de l'arbre de la vie. Dans cette vision, toutes les espèces partagent un ancêtre commun, et l'arbre représente la diversification des formes de vie au fil du temps. Cette métaphore symbolise la complexité et l'interconnexion de la biodiversité. En somme,
les métaphores ont permis aux scientifiques et aux penseurs de communiquer des idées complexes de manière accessible et poétique. Elles continuent d'enrichir notre compréhension du monde et de la spiritualité. L'univers fractal. L'univers fractal est une notion fascinante qui a inspiré à la fois les mathématiciens et les cosmologistes. Voici ce que nous savons. 1. Définition de l'univers fractal. L'univers fractal est un modèle cosmologique où la structure et la répartition de la matière présentent une dimension fractale. En d'autres termes, les motifs observés à différentes échelles, des galaxies aux amas de galaxies, ressemblent à des fractales, ces formes mathématiques autosimilaires. Cette idée suggère que l'univers a une structure répétitive à différentes échelles. 2. Métaphore de l'univers comme organisme. Certains théoriciens ont utilisé la métaphore de l'univers comme un immense organisme vivant. Dans cette vision, l'univers tout entier serait comparable au corps d'un être vivant, avec des parties interconnectées et des processus dynamiques. Cette analogie peut évoquer des idées de panthéisme, où Dieu serait l'essence même de cet organisme cosmique. 3. Réflexion sur la fractalité. La notion de fractalité dans l'univers invite à considérer la répétition des motifs à différentes échelles, tout comme les branches d'un arbre se ramifient en structures similaires. Cependant, il est important de noter que cette métaphore reste symbolique et poétique. L'univers n'est pas littéralement un organisme vivant, mais cette vision nous encourage à explorer sa complexité et sa beauté sous un nouvel angle. En somme, l'utilisation de la notion de fractalité dans un sens métaphorique peut enrichir notre compréhension de l'univers, mais elle ne doit pas être confondue avec une description scientifique précise. Plusieurs artistes ont exploré l'idée de l'univers comme un organisme fractal, mêlant mathématiques, esthétique et symbolisme. Voici quelques-uns d'entre eux. 1. Roré Abalo, cet artiste numérique a créé des œuvres surréalistes basées sur des fractales. Son utilisation du logiciel Mandelbulb 3D lui a permis de produire des images fascinantes qui évoquent le mystère et la complexité de l'univers. 2. Roger Johnston, Nénuphar. Johnston est un créateur impressionnant dans le domaine des fractales. Ses œuvres, appelées « flammes fractales », utilisent la couleur et des détails complexes pour capturer l'essence de la géométrie fractale. 3. Jacob Ankney, cet illustrateur californien intègre le style des fractales dans la nature, comme les fleurs et les arbres. Ses créations offrent une source inépuisable d'inspiration pour les amateurs d'art fractal. 4. Johan Anderson, d'Aliphant mystique fractalique, inspiré par Salvador Dal, Anderson a créé une sculpture en céramique intitulée « Saint Anthony et la tentation des Daliphants mystiques fractaliques ». Cette œuvre explore la perspective et la gamme de couleurs, tout en rendant hommage à l'artiste surréaliste. En somme, ces artistes ont utilisé les fractales pour exprimer la complexité, la beauté et la profondeur de l'univers. Leur travail nous invite à réfléchir sur notre place dans ce vaste organisme cosmique. Absolument. L'art fractal a trouvé sa place dans des expositions artistiques à travers le monde. Voici quelques exemples. 1. Exposition Fractal Flowers de Miguel Chevalier. Cette exposition, intitulée Fractal Flowers, Transparence imaginaire, hommage à Francis Picabia, explore notre relation avec une nature de plus en plus maîtrisée et conditionnée, ainsi que l'existence de la vie artificielle. 2. L'exposition Foreign Nature de Julius Horstui. Dans cette exposition, l'artiste utilise des fractales générés par ordinateur pour façonner un univers où les mathématiques et l'art fusionnent harmonieusement. Les distinctions entre l'organique et l'artificiel, le macro et le micro s'estompent dans ses œuvres. Ces expositions offrent un regard fascinant sur la beauté et la complexité des formes fractales, alliant sciences, mathématiques et esthétique. https://fr.wikipedia.org/wiki/art-fractal. La pensée vient d'ailleurs. Dans quelle mesure quand nous penons est-ce nous qui pensons? Certains disent que nos pensées pourraient venir d'ailleurs, mais d'où? Et viennent-elles toutes de la même source pour chacun? Certaines viendraient du plan astral, d'autres du plan mental, d'autres des autres plans subtils. Certaines personnes auraient besoin d'un ajusteur de pensée, d'autres pas. Certains seraient reliés télépathiquement à des civilisations extraterrestres, d'autres à des civilisations extradimensionnelles. Il est possible que pour chacun nous ayons plusieurs sources. Par exemple, quand nous nous bataillons avec des pensées contradictoires, ça pourrait avoir pour cause le fait que chacune de ces idées a une source différente. Nous servirions alors de médiateurs entre ces entités qui se serviraient de nous. Pourquoi? Pour se côtoyer? Pour échanger des infos? Je commence à investiguer cette recherche et ça me fait penser que je pourrais comparer comment la chose pourrait se faire avec les animaux. Concernant les dauphins par exemple, certaines recherches sont faites en dehors de la science officielle,
qui pourrait laisser supposer qu'eux aussi soient téléguidés par des entités soit extradimensionnelles, soit extraterrestres. Ainsi s'expliquerait le fait que les dauphins semblent capables de communiquer et même qu'ils auraient une forme de conscience de soi. Est-ce nécessaire d'avoir une conscience de soi pour recevoir des pensées d'ailleurs? Pas sûr, mais par contre la conscience de soi semble remplir une fonction au-delà de ce qu'on en pensait jusqu'à maintenant, qui est de stabiliser les fréquences sur lesquelles on se branche. Imaginez que votre cerveau soit une forme d'antenne qui capterait des informations tout comme nos téléphones captent le Wi-Fi, et qui les transcoderait en images, sons, émotions, ce sont les chakras qui serviraient à ça. Alors, définir ce qu'est la conscience de soi n'est pas facile. Mais le fait de se poser la question de savoir filtrer parmi les pensées qui nous sont envoyées pourrait servir à ça. Avoir la capacité de prendre du recul pour se demander si nos pensées nous sont inspirées par d'autres entités que soi-même implique d'avoir une telle capacité de conscience de soi, afin de distinguer si c'est nous qui pensons ou non. Un des critères qui peut être utilisé pour savoir si les animaux par exemple peuvent avoir une conscience de soi est ce qu'on appelle l'expérience du miroir qui consiste à présenter un miroir aux animaux, et de voir si quand ils passent devant ils s'aperçoivent que c'est le reflet d'eux-mêmes qu'ils voient. En éthologie, l'utilisation du miroir est un sujet d'intérêt pour comprendre le comportement animal. Voici quelques exemples. 1. Réduction des stéréotypies chez les chevaux. Des études ont montré que la présence d'un miroir réduit les comportements stéréotypés chez les chevaux isolés en boxe. Le miroir agit comme un substitut social, apportant une forme de stimulation sociale aux chevaux solitaires. 2. Test du miroir chez les primates. Le test du miroir est utilisé pour évaluer la conscience de soi chez les primates. Si un primate reconnaît son propre reflet dans le miroir, par exemple, en touchant une marque sur son corps, cela indique une certaine forme de conscience de soi. En somme, l'utilisation du miroir en éthologie permet d'étudier les interactions sociales, la perception de soi et les comportements chez les animaux. Une fois cette conscience de soi établie, on peut espérer commencer à se mettre en recul dans ce qu'on pourrait appeler un SOI, en une conscience pure, qui regarde défiler les pensées qui traversent notre cerveau, un peu comme on regarde la télé, pour parvenir à capter combien de sources différentes parlent en nous. Ce que je vous propose d'appeler le conscience témoin. Alors donc ce serait amusant de voir si on pourrait supposer que d'autres espèces que l'homme sont capables de recevoir de même des pensées venant d'ailleurs, et en quoi est-ce que la conscience soit joue dans la capacité de le conscientiser et de le réguler. Un autre critère est la capacité de communiquer par la parole, voire par des concepts abstraits. On a cru longtemps que seul l'humain en serait capable, mais si on accepte que la pensée puisse venir d'ailleurs, ce ne serait plus l'homme qui aurait cette faculté mais les entités qui pensent à sa place, ce par quoi d'autres animaux pourraient tout autant être utilisés par elles. Et justement le dauphin est considéré comme un des animaux dont le langage est le plus développé. On commence même à soupçonner qu'il puisse utiliser des concepts. C'est grâce à l'intelligence artificielle que des recherches peuvent être faites et par quoi les milliers d'enregistrements sonores qui ont pu être effectués en sous-marine sont ensuite analysés pour comprendre ce que les dauphins se disent entre eux quand ils se parlent. Intellect et fréquences vibratoires. Il y a des gens qui croient que l'intellect couperait de l'esprit, mais pour moi c'est l'administratif et la technique. Alors de deux choses l'une, soit c'est que ce qu'ils nomment l'intellect est ce que moi je nomme la technique, soit c'est qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Mais justement savoir discuter sur le sens des mots au-delà du seul senti vibratoire est une des caractéristiques de la démarche intellectuelle. Il ne s'agit pas de refuser le vibratoire, mais de savoir le penser également, car il n'existe pas qu'une seule fréquence, et que l'intellect est ce qui permet de les penser au sens de comprendre à quoi chacune sert et de choisir sur laquelle on se connecte. Mais c'est quand même une caractéristique du vibratoire que de ne pas savoir s'ouvrir à l'altérité. L'intellect est ce qui permet cette ouverture et on voit bien que les gens qui ne savent pas intellectualiser sont incapables d'envisager qu'on puisse fonctionner autrement qu'eux. L'intellect permet de sortir du solipsisme. Dans les domaines où je suis naturellement dans le vibratoire et pas encore dans l'intellect, de même je peux sentir cela. Bien souvent les gens qui sont contre l'intellect le sont parce qu'il n'est pas chez eux très développé. C'est donc celui des autres dont ils prônent la castration. Si je me laissais aller à faire comme eux, j'en déduirais que puisque pour moi c'est la technique qui me coupe du vibratoire, tout le monde devrait se couper de la technique. La castration consiste à prôner le fait que pour aller bien l'homme devrait se priver d'une partie de lui-même. Comment expliquer que le vibratoire ne rend pas capable de s'intéresser à l'altérité? Je pense que la raison en est qu'une fois qu'on est sur une fréquence on ne peut recevoir des informations que sur elle, ce qui est bien normal. Si vous branchez votre radio sur telle fréquence tout en recevant sur une autre, vous aurez deux messages en même temps, ce qui est impossible à gérer, car ça devient du pur bruit parasité. L'intellect est ce qui permet de changer de fréquence vibratoire, de l'adapter à celle de l'autre.
Quand sur votre radio vous tournez le bouton pour choisir votre fréquence, cela ne se fait pas vibratoirement, mais soit mentalement, soit intellectuellement. Et justement, quelle est la différence entre le mental et l'intellect? La différence entre les deux est que l'intellectuel est du mental élaboré incluant plusieurs idées qui s'enchaînent successivement. Le mental en général ne va véhiculer qu'une idée à la fois alors que l'intellect plusieurs. Les gens qui ne sont que dans le mental ont tendance à passer du coq à l'âne dans une discussion. Ils ne savent pas tenir un même sujet de manière approfondie et se laissent facilement détourner. Ils vont rebondir sur un mot et pas sur l'idée générale de la discussion. Aussi les techniciens peuvent avoir un mental puissant sans pour autant avoir d'intellect. En général, les intellectuels sont perçus comme inutiles, ou parlant de choses sans intérêt, comme s'ils étaient dans une sorte de décrochement de la réalité. Ils se retrouvent souvent mis au banc de la société, du fait qu'on ne perçoit pas leur rôle. On les incite donc à ce qu'ils s'autocastrent de cette faculté comme si elle était une excroissance inutile. Pourtant on est en droit de demander si la nature peut ainsi créer des choses inutiles. Comment orienter un enfant qui montre des dispositions intellectuelles poussées précoces? Cela peut être frustrant pour bien des parents d'avoir un enfant intellectuel, car il vous dépassera très vite en compréhension des choses, même s'il peut le faire sur des choses qui vous paraissent futiles, et ça peut être pour certains parents égocentrés très difficile à vivre. La tentation de le détruire psychiquement peut être grande. Est-ce une solution que de l'inciter à se castrer de cette faculté? Et enfin, comment repérer si vous avez un enfant qui est plutôt mental ou plutôt intellectuel? L'intellect permet d'envisager les choses sur plusieurs lignes de temps différentes à la fois, alors que le mental est plus concentré sur l'immédiat, qu'on pourrait associer à une seule ligne de temps. Les intellectuels servent à éclairer la société, à relier savoir et citoyenneté, et à rouvrir des horizons d'avenir. Ils jouent un rôle critique, médiateur et prospectif. Voici les 3 grandes fonctions que les sciences humaines et les penseurs contemporains attribuent aux intellectuels. 1. Au service de la cité. L'intellectuel met ses compétences au service du bien commun, en interrogeant les fondements de la société, ses valeurs, ses contradictions. Il agit comme vigie éthique et politique, en posant des questions là où les automatismes dominent. Exemple. Paul Ricoeur, philosophe, distingue mémoire et histoire pour éviter les confusions dans les débats publics sur le passé Radio France. 2. Relier les experts et les citoyens. Dans une époque marquée par la technocratie et la spécialisation, l'intellectuel joue un rôle de médiateur entre savoir complexe et enjeux citoyens. Il rend audibles les dilemmes contemporains, souvent non manichéens, et aide à formuler des choix éclairés dans les camailleux de gris Radio France. Il participe à une démocratie de la compréhension, en traduisant les enjeux techniques en langage accessible. 3. Rouvrir le futur. L'intellectuel propose des utopies concrètes, des visions alternatives, des projets d'émancipation. Il aide la société à se projeter, à imaginer des possibles, à sortir du présent figé. Ce rôle prométhéen est exigeant, il suppose de penser au-delà des dogmes, des intérêts immédiats et des conformismes. Définition élargie. Selon Pascal Horry et Jean-François Sirinelli, un intellectuel, un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d'homme du politique Wikipédia. Il ne s'agit pas seulement d'universitaires ou de philosophes, mais aussi d'artistes, écrivains, journalistes, qui prennent position dans l'espace public. L'intellectuel peut être un spectateur engagé, selon Raymond Aron, ou un intellectuel spécifique, selon Foucault, c'est-à-dire engagé dans des luttes concrètes à partir de son domaine de compétences. Souhaites-tu que l'on explore ensemble comment ces rôles peuvent être réinterprétés dans une pédagogie pluraliste, vibratoire ou audiotransmissive? On pourrait cartographier les figures de l'intellectuel selon les traditions spirituelles, scientifiques et artistiques, et même en faire une mise en scène. L'intellectuel est souvent critiqué pour son élitisme, son éloignement du réel, et son rôle perçu comme donneur de leçons. Ces reproches varient selon les milieux sociaux, politiques et culturels. Voici une cartographie des principales critiques adressées aux intellectuels dans différents contextes. 1. Dans les milieux populaires ou pragmatiques. Reproche d'élitisme. L'intellectuel est vu comme quelqu'un qui parle au-dessus des gens, avec des mots compliqués et des références inaccessibles. Déconnexion du terrain. Il est accusé de ne pas connaître la vraie vie, de théoriser sans agir. Méfiance envers l'abstraction. On lui préfère les personnes concrètes, pratiques, qui agissent. 2. Dans les milieux politiques ou idéologiques. Soupçon de dogmatisme. Certains intellectuels sont perçus comme enfermés dans des idéologies, marxisme, libéralisme, etc., et incapables de nuances. Trahison des clercs.
Julien Binda dénonçait les intellectuels qui abandonnent la vérité pour servir des causes politiques. Instrumentalisation. D'autres sont accusés d'être les valets du pouvoir, ou au contraire des agitateurs irresponsables. 3. Dans les médias et la culture populaire. Posture moralisatrice. L'intellectuel est vu comme celui qui croit savoir mieux que les autres, qui juge, qui sermonne. Saturation du discours. Trop de tribunes, trop de débats, trop de grands penseurs qui parlent sans écouter. Défiance populiste. Dans certains contextes, États-Unis, Turquie, France, une vague anti-intellectuelle s'est levée, valorisant le bon sens contre les experts. 4. Dans les milieux scientifiques ou techniques. Manque de rigueur. Certains intellectuels sont accusés de parler de tout sans compétences précises. Méfiance envers l'interdisciplinarité. Le penseur transversal peut être vu comme un bricoleur ou un charlatan. Conflit avec les spécialistes. L'intellectuel généraliste peut heurter les experts de chaque domaine. 5. Réponse possible à ces critiques. L'intellectuel spécifique, Foucault, agit dans son domaine, sans prétendre à l'universalité. L'intellectuel médiateur, Cirinelli Horry, relie savoir et société, sans posture dominante. L'intellectuel incarné, accepte la critique, se met en jeu, écoute autant qu'il parle. Explorons ce que serait une réinvention de l'intellectuel pour dépasser les écueils qu'on peut lui reprocher trop souvent. Par exemple, certains intellectuels rejettent les domaines comme l'ésotérisme, le vampirisme énergétique y est nié par pure idéologie. Les gens qui souffrent de cela sont comme ostracisés. Voici une proposition de réinvention de la figure de l'intellectuel dans une perspective pluraliste, inclusive et vibratoire, capable de dépasser les impasses du rationalisme dogmatique, tout en restant rigoureux et éthique. Vers une figure de l'intellectuel pluraliste. De l'intellectuel rationnel au médiateur épistémique. Ce qui apparaît dans les domaines où l'intellectuel rationaliste refuse l'étude de certains sujets est qu'il y a une suspicion de mauvaise foi, par quoi certains vécus sont interprétés comme de l'obscurantisme, qui signe une tension épistémologique profonde. Le rejet de certains vécus ou savoirs par des intellectuels rationalistes peut relever d'une posture idéologique, parfois teintée de mauvaise foi, qui confond discernement critique et disqualification systématique. Voici une analyse en plusieurs niveaux. 1. Le rationalisme comme dogme. Le rationalisme est né comme outil d'émancipation, contre les superstitions et les abus d'autorité. Mais lorsqu'il devient idéologie exclusive, il peut se transformer en nouvel obscurantisme, refusant d'examiner ce qui ne rentre pas dans ses cadres. Ce rejet peut masquer une peur de l'ambiguïté, une inquiétude face à l'invisible, ou une volonté de contrôle du discours légitime. 2. La disqualification des vécus sensibles. Des phénomènes comme le vampirisme énergétique, les perceptions intuitives, ou les expériences vibratoires sont souvent vécues avec intensité par certaines personnes. Les ignorer ou les qualifier d'obscurantistes revient à nier leur réalité subjective, ce qui peut être vécu comme une violence symbolique. Cela crée une ostracisation épistémique. Les personnes concernées sont exclues des espaces de parole légitimes. 3. Le soupçon de mauvaise foi. Quand un intellectuel refuse d'examiner un phénomène, sans enquête ni écoute, cela peut être perçu comme une défense de territoire, protéger son champ disciplinaire, une peur de perdre en crédibilité, éviter d'être associé à des croyances, une stratégie de distinction sociale, se démarquer des ignorants. Ce n'est plus alors une critique fondée, mais une posture parfois arrogante qui confond rigueur et fermeture. 4. Vers une épistémologie du discernement. Il est possible d'étudier les phénomènes sensibles sans les valider ni les nier, en les interrogeant, en les contextualisant, en les ritualisant. Cela suppose une posture pluraliste, curieuse, et non défensive. L'intellectuel réinventé devient alors cartographe des vécus, facilitateur de discernement, protecteur des paroles marginalisées. Il ne s'agit pas de valider toutes les croyances, mais de reconnaître leur fonction symbolique, thérapeutique ou existentielle dans certains contextes. 2. Reconnaître les souffrances non validées. Le vampirisme énergétique, les attaques psychiques ou les saturations vibratoires sont des vécus réels pour certaines personnes, même s'ils ne sont pas reconnus par les paradigmes scientifiques dominants. L'intellectuel pluraliste ne les nie pas par principe, mais les interroge avec tact, en croisant phénoménologie du vécu, anthropologie des croyances, neurobiologie de la résonance émotionnelle, symbolisme thérapeutique. 3. Cartographier les savoirs sans les hiérarchiser. L'intellectuel pluraliste agit comme cartographe épistémique, non comme juge. Il peut relier
Les savoirs ésotériques, chakras, énergie, tarot, etc. Les savoirs scientifiques, neurosciences, physique, psychologie. Les savoirs artistiques, poésie, mise en scène, vibration. Les savoirs spirituels, méditation, mystique, traditions initiatiques. Elle crée des ponts, des analogies, des transitions pour que chacun puisse naviguer entre les mondes sans se perdre ni se faire exclure. 4. Réhabiliter la parole des ostracisés. Trop souvent, les personnes qui vivent des phénomènes non validés, vampirisme énergétique, intuition télépathique, etc., sont marginalisées ou pathologisées. L'intellectuel pluraliste agit comme porte-voix, traducteur, ou protecteur de ses paroles. Il peut proposer des espaces de discernement, où l'on distingue ce qui relève du vécu subjectif, ce qui peut être partagé, ritualisé, ou transformé, ce qui mérite d'être interrogé sans être nié.